Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Ramata Kapo, avec qui nous allons parler de l'excision. Du coup, Ramata, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle, en tout cas merci pour l'invitation. Donc comme tu l'as si bien dit, je suis Ramata Kapo, je suis une jeune femme, oui, parce que j'ai 45 ans et je me considère encore jeune, mère de 3 enfants et une militante activiste sur la thématique des droits humains et surtout les droits des femmes et notamment la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir également. C'est chouette, en tout cas, tes engagements. Ça fait écho, évidemment, avec Matrimoine Féministe. Et du coup, pour commencer l'épisode, parce qu'avec mon féminisme éducatif, j'aime bien définir les termes clés du sujet. Du coup, qu'est-ce que l'excision, qui est aussi appelée mutilation génitale féminine ? Ah, alors l'excision, j'espère que tu as un peu de temps pour que je t'explique. Donc l'excision, c'est un terme qui est utilisé, on va dire, c'est un peu un terme valise. C'est-à-dire que l'excision est un type de mutilation sexuelle féminine faite sur la femme pour des raisons non médicales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mutilations sexuelles féminines, ce sont des actes perpétrés sur le corps de la femme pour des raisons non médicales. Et l'excision fait partie des types de mutilation. Il y en a 4 en tout. Vous avez la clitoridectomie, ce qu'on appelle le type 1, c'est le fait de venir couper le gland du clitoris. L'excision, qui est le type 2, qui est le type le plus répandu dans le monde. Il y a à peu près 85% des femmes qui ont été victimes de mutilations sexuelles féminines qui ont eu une excision. Donc l'excision, c'est le fait de venir couper le gland du clitoris accompagné des petites ou des grandes lèvres. Et on a ce qu'on appelle l'infibulation, qui elle est la forme 3, qui elle, c'est le fait de venir accoler les lèvres entre elles pour que la femme n'ait pas de rapport sexuel. Et puis on a ce qu'on appelle le type 4, qui est toutes ces formes que je viens de vous présenter, mais qui est fait de manière médicale ou tout autre acte qui est perpétré sur le corps de la femme pour aucune raison médicale. Ok, en effet, c'est vraiment triste et horrible, je pense, ce qui arrive pour les femmes, parce que clairement, c'est une remise en question des droits humains, surtout qu'en général, l'excision, c'est pratiqué sur des jeunes filles qui sont même pas conscientes vraiment de ce que c'est. Et du coup, pour compléter un peu le sujet, j'aimerais bien savoir, du coup, pourquoi l'excision, elle est pratiquée, alors que, comme tu l'as si bien mentionné, c'est pour des raisons non médicales que ça a lieu. Où est-ce qu'elle est pratiquée et d'autres questions comme qui la pratique et d'où ça vient en fait, tout ça. D'accord, je vais te expliquer ça en quelques mots, en plusieurs parties, ça va être assez long. Donc, l'excision, déjà, pourquoi elle est pratiquée? Donc, l'excision, c'est avant tout, dans la plupart des pays et des communautés qui la pratiquent, c'est avant tout un acte, entre guillemets, traditionnel ou culturel, perpétré sur le corps de la femme pour garantir la virginité de la femme ou pour garantir la pureté de la femme. Parce que dans les communautés qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines, le terme même de mutilation n'est pas utilisé. On utilise des termes de purification, des termes comment dire, oui, purification, c'est le terme qui est le plus utilisé. C'est-à-dire que selon eux, on est en train de purifier la femme pour qu'elle passe, excusez-moi du terme, d'enfance, c'est-à-dire que c'est un passage entre le fait d'être une jeune fille à le passage d'une femme adulte. Donc c'est un acte de purification, c'est un rituel de passage. Elle est pratiquée aujourd'hui dans le monde sur quasiment tous les continents. Aujourd'hui, c'est pour donner des chiffres, il y a à peu près 230 millions de femmes qui vivent avec une mutilation sexuelle féminine. Elles sont réparties, comme je vous l'ai dit, sur tous les continents, mais avec une prédominance sur le continent africain, qui est d'ailleurs le continent qui est le plus visible parce que c'est l'un des rares continents qui donne les chiffres et qui permettent d'avoir des actions de sensibilisation sur le territoire.
Pour répondre à ta question, en réalité, quand on y réfléchit, c'est le contrôle du corps de la femme pour des raisons, totalement, pour moi, qui ne sont pas entendables. Même si on parle de purification, on vient quand même porter atteinte à l'intégrité physique de la femme. Ça engendre beaucoup de complications. La première des complications, c'est bien évidemment la mort parce que, je te l'ai dit tout à l'heure sur la définition, mais l'excision, c'est quand même le fait de venir couper, un organe qui est le clitoris, chez la femme et qui peut, engendrer des hémorragies et donc la femme peut mourir. Et si la femme ne meurt pas des suites d'une excision, c'est des complications tout au long de sa vie, qu'elles soient médicales, par exemple des douleurs vulvaires, que ce soit des infections sexuellement transmissibles. Ça peut être aussi des conséquences psychologiques, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est fait en règle générale entre 0, quand je dis 0, ça peut être pratiqué à la naissance, à 8 ans, 15 ans pour certaines, et aussi des conséquences sexuelles, parce que j'utilise le terme mutilation sexuelle féminine, même si mutilation génitale féminine, ça veut dire la même chose, mais sexuelle parce que l'objectif là, c'est de venir contrôler la sexualité de la femme, parce que comme on le sait maintenant, le clitoris, il a une fonction principale chez la femme, c'est de lui procurer du plaisir, et venir couper le clitoris de la femme, c'est venir comment dire, impacter son plaisir sexuel, et donc elle peut ne pas avoir de plaisir sexuel pendant les rapports sexuels, et l'objectif premier, c'est de garantir la virginité et surtout que la femme ne trompe pas son mari, voilà. Donc voilà un peu pour expliquer les raisons pour lesquelles cette pratique est faite, mais surtout ce qu'il faut retenir, ce sont des pratiques culturelles traditionnelles qui existent depuis la nuit des temps, depuis, je crois que la première excision a été découverte sur une momie égyptienne, bien avant l'arrivée de toutes les religions, donc c'est vraiment quelque chose ancré dans les coutumes. Et c'est pour ça que c'est très difficile de le combattre et d'arriver à une éradication de cette pratique. Bah, merci, pour cette présentation très complète. J'espère qu'un jour on arrivera à l'éradication de cette pratique et en t'écoutant, je voulais savoir parce que je sais qu'il existe, des chirurgies reconstructrices suite à une excision et du coup, comment ça fonctionne et est-ce qu'après la femme, elle peut retrouver son plaisir ou c'est toujours compliqué cette relation? Alors, oui, alors je vais répondre en 2 temps. La première, c'est qu'en effet, il y a, des médecins et notamment le professeur Foldes, qui a mis en place, une technique qui a pour objectif, de, réexposer, l'organe du clitoris, parce que, l'organe du clitoris, même s'il y a encore quelques années de ça, était assez méconnu, c'est un organe qui mesure entre 8 et 14 centimètres, une partie qui est immergée et l'autre partie qui est visible, qui est le gland. Et donc, quand on vient pratiquer une mutilation chez la femme, donc l'excision, on vient couper la partie qui est visible du gland. Donc, toute la partie émergée, elle reste intacte. Donc, l'objectif de l'opération, c'est de venir réouvrir la cicatrice qui a été faite à l'issue de l'excision pour venir tirer une partie du clitoris pour reconstruire un gland. Donc ça, c'est la partie médicale. Donc cet acte chirurgical permet aux femmes qui ont été victimes de mutilation sexuelle féminine d'avoir une réexposition du gland du clitoris. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand un gland du clitoris a été coupé, il a été coupé à vie, il ne réapparaît pas. On fait une réexposition. Et quand on parle aussi de plaisir féminin, pour moi, c'est important d'insister sur le fait que le plaisir féminin, il est complexe. Aujourd'hui, Estelle, on sait bien que les femmes, en règle générale, qu'elles aient été mutilées ou pas mutilées, arriver au plaisir féminin, c'est très compliqué. C'est bien plus compliqué que le fait d'avoir un clitoris ou pas. Il y a des femmes qui ont un clitoris intact et qui n'ont pas forcément de plaisir pendant le rapport sexuel.
Et à contrario, vous avez des femmes qui ont été mutilées et qui sont très épanouies au niveau de la sexualité. Donc pour moi, c'est vraiment un travail d'éducation à la sexualité, de communication aussi entre le partenaire, qu'elle soit femme, homme, enfin peu importe dans le couple, il faut aussi une communication. Et c'est vrai que le fait de venir couper le clitoris peut venir porter atteinte au plaisir sexuel, mais je connais beaucoup de femmes qui ont été mutilées et qui ont le plaisir sexuel, et j'en connais d'autres aussi qui ont fait une réexposition clitoridienne, qui ne sont pas forcément arrivées à un plaisir clitoridien après leur opération. Ça demande vraiment un accompagnement complet, pluridisciplinaire, que ce soit psychologique, sexuel ou médical. J'espère avoir été claire dans ma réponse. Du coup, c'est vrai que, je me dis que si jamais il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont été, victimes d'excision, quelles sont les premières étapes à faire, en tout cas, dans cet accompagnement complet pluridisciplinaire dont tu nous parles? Bah, déjà, la première des choses, c'est que c'est assez paradoxal, mais une femme qui a été excisée, elle ne sait pas exactement quel type de mutilation elle a pu voir. On parle beaucoup d'excision parce que, comme je l'ai dit, c'est un mot valise. La première chose à faire, moi, de mon côté, pour les femmes, ce que je le conseille, c'est de prendre rendez-vous avec des chirurgiens, des gynécologues qui sont spécialisés sur la thématique et et qui pourraient déjà leur donner de l'information sur le type de mutilation qu'elles ont eu. Pour cela, les femmes peuvent aller sur le site d'Excision Parlons-en ou même sur le site du GAMS pour voir des cartographies des centres de soins en France pour prendre rendez-vous avec des médecins spécialisés pour déjà leur donner l'information sur le type de mutilation qu'elles ont eu. La deuxième chose, ben, c'est déjà d'en parler, d'avoir le courage d'en parler parce que les mutilations, c'est un sujet qui est teinté de beaucoup de tabous. On n'ose pas en parler. Il ne faut pas qu'elles hésitent à aller dans des groupes de parole, échanger avec des femmes qui elles-mêmes ont été victimes de mutilations sexuelles féminines, qui peuvent partager leur expérience. Chez Excision Parlons-en, on a fait le constat que briser le tabou, c'était un élément fondamental dans la lutte contre l'excision, parce que même si on n'en parle pas beaucoup, mais les femmes se retrouvent souvent seules. Et pour nous, il est aussi important de les écouter. Donc c'est fort de ce constat que on va mettre en place des cercles de parole pour permettre à des femmes de venir parler ou pas de l'excision ou même tout simplement de la sexualité. Ces cercles de parole vont commencer à partir du mois de décembre. Donc, si des femmes écoutent ce podcast et qu'elles souhaitent parler de l'excision ou même de la sexualité ou avoir des informations, elles peuvent nous contacter pour en discuter. Et surtout, l'excision, comme tu l'as dit tout à l'heure, Estelle, c'est aussi un traumatisme qui touche ces femmes. Parce que certaines l'ont été bébés, donc elles n'ont pas le souvenir de ce qu'elles ont vécu consciemment, mais celles qui ont vécu les mutilations à un âge entre 3, 4, 8 ou même 14 ans ont les souvenirs de ce qui leur est arrivé et ça engendre des traumatismes. Donc la première chose à faire, c'est de prendre contact avec des psychologues pour les accompagner dans cette guérison au niveau psychologique. Et ensuite, moi, ce que je conseille, ça c'est vraiment la dernière étape, c'est une fois qu'on a fait cet accompagnement médical, qu'on a fait cet accompagnement psychologique, qu'on a fait cet accompagnement au niveau de la sexualité, si on ressent le besoin de recourir à une opération dite de réexposition, bien évidemment, ça s'est fait sans aucun problème. Aujourd'hui, en France, vous avez de nombreux centres qui sont spécialisés dans l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines. Je pense à l'unité de soins de Montreuil, je pense à la Maison des femmes de Saint-Denis et d'autres maisons des femmes, et sans oublier bien évidemment l'Institut Women Safe qui se trouve dans le 78, dans lequel exerce le professeur Foldes qui a créé la pratique chirurgicale de reconstruction. En tout cas, bah, merci beaucoup, pour tous ces conseils, ils sont vraiment précieux et du coup, comme tu parlais d'expérience, bah, j'aimerais connaître toi, ton expérience et déjà aussi te féliciter, en tout cas de prendre la parole, sur ce sujet et d'en avoir fait, l'objectif de ta vie pour aider d'autres femmes, pour les sensibiliser et je trouve ça vraiment très beau, en tout cas.
Merci beaucoup Estelle. Moi, mon expérience, elle n'est pas compliquée, hein. Je suis une femme concernée directement par les mutilations sexuelles féminines. J'ai été excisée dans mon pays d'origine bébé. Donc moi, j'en ai pas le souvenir conscient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais comme le dit une thérapeute avec qui je travaille, les traumatismes, on peut les oublier, mais le corps n'oublie jamais ce qui lui est arrivé. Donc c'est un traumatisme qui est indélébile et qui est marqué à vie dans notre corps. Et en fait, ce qui m'a fait réagir et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je travaille sur ce sujet et que je prends la parole et que j'ose parler de mon intimité, de ma vie privée, c'est parce que j'estime qu'on ne parle pas assez des mutilations sexuelles féminines, que c'est un sujet qui est encore tabou. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier infiniment de m'avoir invité sur ton podcast pour parler de ce sujet, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les médias, que c'est un sujet un peu teinté aussi d'une idée un peu reçue où on pense que c'est un sujet exotique qui se passe loin dans les contrées. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, il y a 125 000 femmes qui vivent sur le territoire français qui ont été victimes de mutilations sexuelles féminines, que vous avez des Françaises nées en France qui ont été victimes de mutilations sexuelles féminines et que surtout c'est un sujet de droits humains et surtout un sujet de droits de la femme. Donc pour moi, c'est hyper important d'être présente sur ces sujets, de prendre la parole et aussi quelque part, ça contribue à délier les langues et peut-être à permettre à des jeunes filles et des jeunes femmes qui peuvent se reconnaître en moi et se dire, eh ben, en fait, c'est pas une fatalité. On est bien plus que ce qu'on a vécu. On est bien plus que des victimes. On peut aller au-delà de ça, être des militantes, être des femmes accomplies et de ne pas se sentir, comment dire, marginalisées parce que nous avons été victimes d'une tradition qui nous dépasse. Donc c'est tous ces enjeux-là, c'est toute cette aspiration-là qui fait qu'aujourd'hui, je prends la parole sur ces sujets. Je suis aussi mère d'une jeune fille et j'aimerais que pour l'avenir de mon enfant, elle soit en capacité de décider de son corps, le droit à son corps, le droit à son intégrité physique. Et j'aimerais que ce droit, il soit pour toutes les petites filles du monde entier. C'est des très belles paroles, que tu nous dis avec de très belles valeurs et c'est vrai que c'est important de délier la parole à ce sujet parce que comme tu l'as dit, il y a d'autres femmes, filles qui vont pouvoir, s'identifier à ton discours et dire, «Je ne suis pas seule» et du coup, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit précédemment sur, le fait que tu es contente d'être au micro de Matrimoine féministe. Je suis très contente de t'accueillir, mais du coup, pourquoi les médias, ils en parlent pas suffisamment et pourquoi du coup, les mutilations génitales, féminines, sexuelles, c'est toujours autant tabou encore en 2024. Alors, pourquoi les médias? Alors, les médias, ils en ont parlé, mais ils en parlent uniquement quand c'est des sujets, on va dire, un peu sensationnels. C'est vrai que pendant un certain temps, on parlait des mutilations sexuelles féminines parce qu'on a une exciseuse sur le territoire français qui pratiquait dans les années 2000 l'excision. C'est d'ailleurs de cette affaire que, justement, il y a eu un regain d'intérêt sur ce sujet, qu'il y a eu des lois qui ont pénalisé, criminalisé la pratique des mutilations sexuelles féminines. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est encore teinté de beaucoup d'idées reçues. On pense réellement que c'est un sujet qui se passe dans un pays lointain. Et c'est vrai que souvent, quand on parle des violences sexuelles, on pense à l'inceste, on pense au viol, on pense à tous ces sujets. Mais c'est vrai que les mutilations sexuelles féminines est un peu une niche dans les violences sexuelles et on n'en parle pas assez. Chez Excision Parlons-en, nous avons depuis 2016 fait une campagne de sensibilisation sur ce sujet. Et c'est vrai que, comme je le dis tout le temps dans les interviews, moi, je rêve que ma campagne, au même titre que la campagne qui a lieu actuellement sur l'inceste, puisse avoir une opinion sur rue, notamment sur les chaînes de grandes écoutes comme TF1, France 2, pour justement sensibiliser sur ce sujet. Donc, c'est aussi un appel aux médias de vous intéresser à ces sujets parce que c'est aussi des jeunes filles françaises qui sont concernées. Aujourd'hui, dans le monde, l'excision, c'est une petite fille qui est excisée
toutes les 4 minutes. Donc c'est hyper important, d'en parler et aussi d'en parler avec justesse. Je condamne bien évidemment fortement, cette pratique est totalement néfaste sur la femme, mais je suis totalement contre la stigmatisation des communautés qui la pratiquent parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet bien plus compliqué que ce qu'on imagine, ça dépasse l'entendement et on est dans un travail de fourmi, on est sur de la transformation culturelle, comment faire abandonner des pratiques néfastes à toute une génération qui n'a vécu et qui n'a connu que cela. Mais bon, on y arrive lentement, mais on y arrive et il faut des femmes comme moi ou même des hommes aussi parce qu'on n'en parle pas assez. Les hommes, ils ont une place importante parce qu'on parle de leurs femmes, on parle de leurs filles, on parle de leurs cousines. Ils ont un rôle hyper important dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines et malheureusement aujourd'hui, on n'en entend pas, enfin, on les entend pas beaucoup et aussi c'est un appel à l'engagement masculin sur une pratique qui est aussi patriarcale. Complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que du coup, tu parlais que, que c'est quelque chose qui est très difficile à arrêter parce que justement, c'est des cultures et ça dépasse en fait tout ce qui est culturel par rapport à ça. Et du coup, comment on fait pour obtenir cette transformation culturelle sur des générations pour ainsi pouvoir un jour, on l'espère, que cette pratique puisse être abandonnée et comment faire aussi pour que les hommes deviennent encore plus des alliés, comment les rallier à cette cause pour lutter contre ça. Alors c'est un travail de fourmi comme je vous l'ai dit, donc c'est vrai que, nous on agit essentiellement en France. Même si aujourd'hui en France, il y a quand même des avancées assez, significatifs. On a beau nous on est soutenus, en tout cas Excision Parlons-en, par le ministère Égalité Hommes-Femmes. Ça fait déjà plus de 6 ans qu'on a signé une convention, avec le ministère sur ces sujets-là, où il nous accompagne sur le financement de notre campagne et sur toutes les actions de sensibilisation que nous menons. Pour moi, c'est un travail d'éducation, de changement de mentalité et aussi un travail de pédagogie. Il faut expliquer toutes les conséquences que les femmes vivent autour de ce sujet-là. Et quand on fait des groupes de parole, quand on échange avec les femmes, elles sont conscientes qu'il n'y a que des conséquences sur cette pratique-là et qu'il faut les faire comprendre qu'on n'est pas en train de dire qu'ils se travestissent ou bien qu'ils abandonnent qui ils sont parce qu'ils abandonnent une pratique. On est en train de leur faire comprendre que c'est pas en mutilant une femme qu'on va l'éduquer à la sexualité. Donc c'est vraiment un travail de pédagogie et de fourmi et surtout l'objectif aussi c'est de ne pas arriver avec nos grands sabots pour expliquer que bah, nous on connaît la vérité, on va vous dire comment ça se passe, c'est comment on donne les outils aux communautés pour que eux-mêmes s'emparent de ce sujet, pour que eux-mêmes deviennent les acteurs du changement. Parce que c'est de l'intérieur qu'on fera changer les mentalités. Nous, en France, on fait beaucoup de travail de sensibilisation, d'alerte et de communication. Et les associations qui sont basées directement dans les pays concernés font aussi un travail formidable sur le terrain d'éducation, d'accompagnement, de reconversion aussi des femmes qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines dans leur communauté parce que c'est aussi une manne économique sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un travail de consort à la fois avec les dignitaires religieux, avec les responsables communautaires, avec les institutions sur ces thématiques-là. Et à la place des hommes, bah, je pense que les hommes, même si les mutilations en règle générale sont pratiquées par des femmes pour les femmes, mais à la fin et au bout, l'objectif c'est de pouvoir, comment dire, marier une fille pour qu'elle soit acceptée dans la communauté. C'est l'objectif, c'est que la femme doit rester vierge avant son mariage, donc l'homme a un rôle important et souvent ils ont quand même un peu le rôle de chef du village et je pense que c'est important qu'ils soient aussi nos alliés pour lutter contre cette pratique et moi je regrette que on n'ait pas assez d'hommes alliés même si bien évidemment il y en a qui existent et qui font un travail formidable comme le docteur Mukwege ou d'autres activistes qui travaillent sur ces sujets-là. Mmh. C'est
Très important ce que tu nous dis, en effet, qu'on peut pas on peut pas arriver avec nos gros sabots et vouloir tout changer parce que pour le coup, on a un vrai prisme par rapport à notre propre culture et en fait, c'est une façon, on va dire, de vouloir imposer quelque chose alors qu'en fait, c'est 2 réalités complètement différentes donc tu fais bien de le souligner et bah, j'espère que les hommes, prendront part petit à petit à ce combat et tu parlais, d'éducation à la sexualité donc qu'est-ce qui serait, recommandé en tout cas pour ces jeunes filles et ces femmes, heu, bah, pour qu'elles puissent avoir une pour prendre le pouvoir sur leur sexualité. Bah, déjà, la connaissance de son corps. Moi, j'ai fait un constat assez effrayant, parce que même en France, je fais, des sensibilisations en milieu scolaire, notamment dans des collèges, dans des lycées et quand j'arrive, en demandant, en posant une question simple, c'est-à-dire, «Dessine-moi une vulve» ou, «Dessine-moi, un pénis», je peux vous dire que le pénis, il est hyper, ultra bien représenté et la vulve, quand on a quelque chose, de correct, c'est très, très rare. Donc déjà, il y a une méconnaissance totale de l'anatomie et surtout, aujourd'hui, il faut que nous, les associations, que l'éducation prenne en charge ces questions-là parce que nos jeunes, malheureusement, sont en train de se former via, le numérique et surtout sur des sites un peu pornographiques et on a une méconnaissance totale de la sexualité. Donc, on a une vision un peu pornographique des choses. Et surtout, il y a aussi le sceau des religions, hein, qu'elles soient catholiques, musulmanes ou autres, où sur les épaules, on va dire, de la femme, pose, entre guillemets, l'honneur de la famille, la virginité. Donc, il y a tout ce travail aussi de déconstruction qu'il faut avoir et surtout tout ce travail de, ben, en fait, le corps de la femme appartient à la femme. Il n'appartient pas à la société, il n'appartient pas à une communauté. C'est à une femme seule de décider de ce qu'elle souhaite faire de son corps en ayant bien évidemment une éducation sur bah, la sexualité parce que je trouve que c'est quelque chose de très très important et malheureusement aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, on a encore beaucoup de chemin à faire dans cette direction. Mmh, oui, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis et ça me fait penser le procès Mazan qui est actuellement en cours, quand on enregistre cet épisode de podcast, qu'on bah, déjà, non seulement il y a la culture du viol, mais en fait, bah, Gisèle a été enfin les comment dire? En fait, son corps lui appartient pas, en fait. Il a été mis dans la main des autres, ces autres violeurs et ça, je trouvais ça assez terrifiant, en tout cas, les angles d'attaque de la défense à ce sujet, comme si elle était consentante, alors que bah, elle avait pas du tout de consentement, comme elle dormait en fait, vu qu'elle avait été droguée. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a tellement un travail à faire partout, en fait, dans toute la société, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment diffus. Et, euh, et du coup, ouais, je te rejoins là-dessus, que c'est quelque chose à changer. Et du coup, tu parlais de pornographie, ça me fait penser que je sais qu'il existe des sites de pornographie éthique. Bon, malheureusement, en fait, ils sont payants, mais où la sexualité, elle est représentée bah, de façon réelle avec tous les âges, tous les corps, et qu'il n'y a pas de stigmatisation, pas de, de domination, de rôle genré dans la sexualité. Et du coup, ça, je me dis que ça peut être bien, c'est peut-être des choses que tu conseilles éventuellement quand tu fais tes interventions. Alors déjà, moi, il y a 2 concepts qui me vont pas, c'est pornographie éthique. Je comprends pas le concept, hein, de pornographie éthique, voilà. Encore que tu me dises qu'il y a des sites qui font, de la pédagogie sur l'éducation sexuelle et cetera. Je peux entendre et me dire: «Oui, effectivement, u quitte à utiliser les outils numériques, utilisons-nous à bon escient et en ayant une éducation, éthique et positive sur ces sujets-là. Mais pornographie éthique, excuse-moi Estelle, c'est pas un concept que j'achète, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils hyper innovants sur ces sujets-là en termes de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, moi, c'est un sujet où je suis arrivée inexorablement sans le vouloir. Parce que quand on parle de mutilation sexuelle féminine, on parle du clitoris, on parle du plaisir féminin et inexorablement, on parle de la sexualité. Quand les femmes viennent nous voir ou quand elles parlent sur ce qu'elles ont vécu,
en règle générale, elles parlent de leur sexualité. Donc pour moi, c'est un sujet qui est prégnant à la fois pour les femmes ou pour les hommes. Il faut vraiment avoir une approche éducative sur ces sujets-là pour que justement chacun puisse disposer de son corps avec le consentement, parce que tu as utilisé un terme qui est hyper important. Pour moi, le consentement, c'est un sujet d'actualité qui, je pense, n'est pas assez abordé parce que dans la pratique des mutilations sexuelles féminines, il est bien entendu qu'on ne demande le consentement de personne et surtout pas de la jeune fille. Et quelquefois même, on ne demande pas non plus le consentement des proches. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de bien plus proche, de bien plus grand que ça. Si on prend mon cas, moi j'ai été mutilée bébé et à aucun moment on a demandé le consentement de mes parents parce que ça a été décidé par ma grand-mère. Donc cette question du consentement, que ce soit dans les mutilations, dans le viol, bon, bien évidemment dans le viol il n'y a pas de consentement, mais c'est important aussi de traiter ces sujets-là avec les jeunes filles, avec les jeunes hommes, sur c'est quoi le consentement, c'est quoi un oui ou un peut-être, ou c'est quoi oui mais finalement non. Donc c'est hyper important de traiter ces sujets et moi j'essaye vraiment dans mes sensibilisations de discuter avec les jeunes sur ces sujets et je peux déjà te dire que c'est vraiment une notion qui est assez compliquée et ils ont du mal avec. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout évident, malheureusement. Ça doit être quelque chose quand même qui est très simple. Ça me fait penser, il y a une très bonne vidéo, c'est le consentement avec le thé où, bah, du coup, on explique ce que c'est avec une petite vidéo et pour le coup, elle est très bah, on la comprend très bien, très ludique. Et ce qui est assez dingue, c'est on comprend plus facilement le consentement avec une tasse de thé qu'avec un corps. Parce que du coup, si tu vois une personne en train de dormir, tu vas pas lui foutre du thé dans la bouche, la forcer à boire, cette personne, parce qu'elle dort. Du coup, c'est forcément un non. Mais je sais pas, des fois, je me dis, l'être humain, il peut être vraiment barbare. Donc, des fois, ça dépasse un peu l'entendement, je trouve. Et c'est assez choquant. C'est très paradoxal ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire qu'on comprend facilement grâce à cette vidéo le consentement avec le thé et dans l'affaire Mazon, on comprend pas que une femme qui dort n'ait pas pu donner ou a donné son consentement. Donc là, tu vois, il y a aussi une question de définition au niveau sociétal autour de ce sujet et c'est vraiment que le corps de la femme au-delà des pratiques néfastes, c'est vraiment un sujet qui est très prégnant et qui, je pense, comment dire, affole hein, la sphère féminisme, que ce soit sur l'inceste, que ce soit sur les violences sexuelles, que ce soit sur le viol. La femme ne n'est plus femme, la femme est objet et en fait, on en fait ce qu'on veut. Et c'est aussi tout cet aspect-là que nous abordons sur cette question d'intégrité physique et que la femme, en fait, on lui enlève toute son âme et que finalement on la cantonne à un rôle de génitrice parce que enlever le clitoris et ben, ne pas ressentir du plaisir, ne pas être libre de son corps et finalement qu'est-ce qu'on attend d'elle, c'est d'être uniquement une génitrice au-delà bien évidemment des cultures. Donc c'est vraiment un sujet de société qui malheureusement je trouve qu'avec les actualités sur l'avortement dans certains pays, sur la culture du viol, sur les droits des femmes qui reculent. On a beaucoup de travail à faire et surtout d'éducation populaire sur ces sujets-là. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi, c'est l'éducation, ça peut changer le monde. Moi, je dis toujours que j'aime bien planter, des graines d'éveil féministe à ce podcast et d'ailleurs, vu que tu m'as dit que tu devais partir, on va passer tranquillement à la conclusion de l'épisode, comme ça tu as le temps un peu de faire des bonnes petites réponses avant, qu'on se quitte. Alors, du coup, quel serait pour toi le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Bah, le mot de la fin pour moi, c'est déjà un merci, vraiment un grand merci parce que briser le tabou sur ces sujets-là, c'est pas facile. Et quand j'ai reçu l'invitation, moi, ça m'a vraiment. Enfin, à chaque fois que je reçois une invitation d'un média pour parler des mutilations sexuelles féminines, je suis hyper ravie. Et aussi, donc il y a le merci, il y a aussi espoir. Parce que je ne suis pas la seule à lutter contre des sujets de société, des valeurs d'humanisme. J'ai espoir aussi aux jeunes parce que même si les jeunes aujourd'hui ils sont confrontés à plein de fléaux, j'ai quand même espoir en leur capacité à faire changer le monde et à faire la différence. Donc je mets beaucoup d'espoir sur ces jeunes-là et surtout dans notre cas chez Excision Parlons-en, on a un réseau d'ambassadeurs où des jeunes
prennent la parole sur des sujets et notamment sur les mutilations sexuelles féminines et qui font des choses juste formidables. Donc moi j'ai de l'espoir et j'abandonne pas et je sais que on est un peu tous, j'aime bien cette phrase, enfin cette expression que j'avais eue un jour, c'est un peu l'histoire du colibri qui à son échelle, il essaie de faire changer le monde et je pense que si chacun fait comme le colibri et fait sa part de choses, on peut arriver à quelque chose de grand et de merveilleux pour le monde sur lequel on est aujourd'hui, quoi. Mais vraiment, voilà. Bah, je suis tellement d'accord, un pas à la fois et ça suffit en fait, chaque petite action compte. Exactement. Du coup, dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Alors moi, mes rôles modèles, ils sont multiples. Le premier rôle modèle, hein, je vais pas être originale, c'est ma mère, parce que on n'en parle pas, mais souvent quand on parle des rôles modèles, on va toujours chercher des femmes qui sont juste formidables et inspirantes, et on oublie celles qui sont juste à côté de nous et qui, à leur échelle, font changer le monde. Donc moi, ma mère, pour moi, c'est une femme hyper inspirante parce que elle s'est toujours battue pour que ses filles, ses fils puissent être tous traités équitablement. On ne parle pas d'une égalité parfaite, mais en tout cas équitablement et de donner à chacun sa chance pour pouvoir réussir dans ce monde. Donc il y a bien évidemment ma mère et il y a aussi des femmes comme Oprah Winfrey qui, moi, j'estime, sont parties de très bas, qui ont vécu des choses très dures dans leur vie et qui ont eu cette capacité de résilience et de faire de leur détresse une force qui aujourd'hui les a ramenés hyper loin et c'est quelque chose qui m'anime. Moi, je pars du principe que tous les épreuves que nous avons traversées, c'est le carburant pour nous permettre de faire des choses très grandes. Et donc, c'est ce que moi j'utilise tout au quotidien dans ma vie, c'est de faire de ce que j'ai vécu de terribles comme les mutilations sexuelles féminines, qui aujourd'hui me permet d'être la femme que je suis et qui me permet surtout de prendre la parole sur tous ces sujets de droits humains, mais surtout des droits de la femme. Non, oui, c'est très beau ce que tu dis et je suis d'accord, les il y a on pense pas forcément au fait que dans notre entourage proche, il y a des personnes qui sont hyper inspirantes, qui font des grandes choses. On le réalise pas forcément parce qu'on se dit: «Bah, c'est habituel, elle est comme ça». Alors que non, si on regarde les choses concrètement, bah, c'est chouette et c'est beau et je suis contente que tu puisses avoir ta maman comme rôle modèle et je suis sûre que tu vas être la rôle modèle de pas mal d'auditeurs et d'auditrices de Matrimoine féministe. Bah merci, mais je pense que nous toutes, hein, on est des rôles modèles, hein. Moi, j'aime dire que toutes les femmes sont des héroïnes du quotidien. Donc, on est toutes des rôles modèles et on se soutient tous. Et donc, pour moi, ça, c'est hyper fondamental en termes de valeurs qui m'ont été inculquées, en tout cas, par mes parents. Je les partage complètement et du coup, il me reste 3 petites questions. Il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Ah bah là, c'est pas être compliqué, hein. Je vais être sur la thématique des mutilations sexuelles féminines. Moi, j'ai beaucoup de ressources que je vous conseille. Déjà, la première chose, c'est d'aller sur nos réseaux sociaux, Instagram, Alerte Excision, où on contribue à briser la parole sur ce sujet. Et surtout, chacun dans son coin peut se dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour agir ou pour mettre ma pierre à l'édifice? Allez sur le site, partagez nos posts, likez, commenter et surtout, tout simplement, devenez bénévole, adhérent sur des actions que nous menons tout au long de l'année. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet excisionparlonsen.org pour vous renseigner. Et surtout, ce qui est pour moi est important, c'est qu'il faut aussi aller à la recherche de l'information. Quand on a une question et qu'on n'a pas la réponse, aujourd'hui, on a la possibilité de l'avoir. Et si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on vous contactera. Bah, de toute façon, je mettrai, les informations en description de l'épisode pour que les auditeurs, auditrices puissent vous contacter en un clic. Super. Et du coup, il y a dans les 2 dernières questions, il y a: que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors c'est vrai que j'ai toujours du mal, moi, à trouver une définition du féminisme parce que c'est tellement multiple, il y a tellement de choses derrière. Moi, le féminisme, c'est surtout bah, comment faire en sorte que justement on soit un voilà. Il y a égalitaire parce que c'est aussi avoir une société égalitaire entre les femmes et les hommes. Mais moi, plus que l'égalité, je parle d'équité. Parce que je sais que c'est un terme
qui est très important, l'égalité, mais quelquefois je pense que l'équité est plus important que l'égalité et que donner à chacun le petit truc qui fait qu'il peut être au même niveau que les autres, pour moi c'est ça en fait être féministe. Et être féministe, c'est pas forcément être des femmes contre les hommes, c'est comment on fait tous un pour l'humanité en fait. Très belle définition. Merci. Et du coup, je vais pas pouvoir rebondir parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? J'ai plein de noms, mais par exemple, avoir, une femme que je trouve formidable, que j'ai rencontrée ces derniers temps, qui s'appelle Mariam Sissoko et qui est la présidente, du collectif Puissance de femmes. Je trouve qu'elle fait un travail, juste formidable, parce qu'elle permet, de rendre visible justement toutes celles qu'on appelle les héroïnes du quotidien et qu'elle permet, de visibiliser tout le travail comment dire, énorme que font les femmes au quotidien, que ce soit dans les quartiers sensibles, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'elle a vraiment sa place dans le podcast et j'espère pouvoir l'entendre prochainement. Bah, merci de la recommandation, je ne la connaissais pas du tout, donc je vais aller regarder ce qu'elle fait et ce sera avec plaisir, de l'interviewer en tout cas. Voilà. Et tu lui dis bien que c'est moi qui l'ai qui l'ai poussé. Bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, merci beaucoup Ramata pour ton temps et pour toutes ces explications et merci aux personnes qui nous ont écoutés d'être restées avec nous jusqu'au bout. Merci beaucoup Estelle et surtout, renseignez-vous sur les mutilations sexuelles féminines et si vous voulez vous engager, on n'attend que vous. Très, très beau message. Ciao, ciao tout le monde! Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!